Commençons par le commencement. Donc, méthodologie en droit privé, cas pratique et commentaire d'arrêt. Pourquoi le cas pratique et le commentaire d'arrêt? Parce que c'est 2 exercices qui sont essentiels. J'en parlais avec Dylan tout à l'heure et personnellement, moi, je suis pas très fan de la dissertation. Je trouve que c'est un exercice un peu sec, qui a pas réellement de considération pratique. Au contraire, le cas pratique, bon, son nom l'indique, et le commentaire d'arrêt sont 2 exercices qui vous seront particulièrement utiles dans le monde professionnel, que ce soit en stage ou lors de vos expériences plus sérieuses, première collaboration, etc. Pourquoi? Parce qu'un cas pratique, au final, le raisonnement du syllogisme juridique, on le retrouve dans les conclusions d'avocats. La logique de majeur, mineur et conclusion, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, que ce soit pour faire des conclusions, même un mémoire en demande ou des choses comme ça. Le commentaire d'arrêt, il va être aussi très utile, notamment pour vos stages. Pourquoi? Parce que les premières missions qu'on vous demande de faire, ça va être bon, de la recherche juridique, notamment de la recherche de jurisprudence. Et donc, en fait, quand vous trouvez la JP qui est demandée, il faut la comprendre, il faut savoir l'analyser et il faut savoir en dégager les éléments essentiels. Donc, s'entraîner au commentaire d'arrêt, malgré le fait qu'on n'a pas tellement l'impression que ce soit un exercice pratique, au final, dans le monde professionnel, c'est très utile. Donc, voilà l'intérêt des deux exercices et c'est pour ça que je pense je suis là pour les présenter. Alors, en tant que bon juriste, j'ai décidé de faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties, donc grand 1, grand 2, grand A, grand B, en commençant d'abord par la méthodologie du cas pratique. Cette partie, comme l'autre, en fait, je l'ai divisée en 2 points. D'abord la méthode de révision, puis la méthode de l'exercice. Pourquoi d'abord la méthode de révision? Parce qu'en fait, à mon sens en tout cas, on révise pas un commentaire d'arrêt, une dissertation et un cas pratique de la même manière. Donc, je voulais d'abord mettre le point là-dessus. Donc, la méthode de révision du cas pratique. Il faut avoir conscience que c'est un exercice qui demande, potentiellement comparé à une dissertation, moins de connaissances fondamentales, on va dire, et davantage de recul sur la matière et certains automatismes. Dans la manière de réviser un cas pratique, vous devez bien évidemment vous appuyer tout d'abord sur votre cours magistral. C'est logique. C'est les rudiments des connaissances que vous devrez avoir le jour de l'examen. Pour ça, bien évidemment, il faudra maîtriser des points essentiels que sont les définitions et les notions. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier telle ou telle notion dans le cas pratique, ce sera difficile de la réaliser. Mais vous n'aurez pas besoin d'apprendre, à mon sens en tout cas, un cours magistral par cœur, comme ce serait le cas par exemple pour une dissertation. Vous n'aurez pas besoin d'avoir toutes les connaissances, disons, théoriques, dès lors que l'exercice est supposé être pratique. Ensuite, il faut bien évidemment adosser les révisions du cours magistral avec les révisions des travaux dirigés, donc vos séances de TD, parce qu'elles permettent de l'approfondissement et également de la mise en relief. Dans vos TD, vous allez certainement approfondir certaines notions, vous les voir un peu plus en détail et notamment les mettre en relief au regard soit d'autres cas pratiques, soit au regard d'arrêts que vous pourrez étudier. Et le fait d'avoir cette vision moins théorique que celle du CM, c'est très utile en fait pour le cas pratique parce que ça vous permettra notamment dans la mineure de pouvoir coller de pouvoir faire coller votre mineur à certaines JP que vous auriez vues en TD. Enfin, et en tout cas moi c'est la méthode que j'ai utilisée, je travaillais en fait surtout avec mon code. Alors si vous avez la chance d'avoir en plus le code au jour de l'examen, c'est un peu du pain béni. Mais pourquoi travailler avec le code? Parce que, encore une fois, l'exercice est supposé être pratique. Il vous demande de maîtriser le contenu du code, de savoir vous repérer dedans, il faut avoir des réflexes. Et c'est un gain de temps exceptionnel, en fait, le code. Surtout si vous êtes un peu léger en termes de connaissances fondamentales. Si vous savez bien vous repérer dans votre code, vous pouvez retrouver les solutions de manière très rapide. À titre personnel, par exemple, pour le CRFPA, en tout cas les écrits, notamment en droit des obligations, moi c'est comme ça que j'ai travaillé. Mon cours fondamental, je le maîtrisais, je maîtrisais les bases, les définitions, etc. Mais après, en fait, mon code, c'était vraiment une carte que je lisais, dans laquelle j'avais des repères, et c'est comme ça que je trouvais les solutions. Et ça vous aide beaucoup. C'est aussi utile en fait pour plus tard dans le monde professionnel, parce que quand vous serez en stage, on vous demandera de faire des conclusions ou de réfléchir à un cas à traiter, ou quand vous serez avocat, finalement, le fond du droit, vous ne le maîtriserez pas par cœur. Pourquoi? Parce que déjà c'est impossible,
Et pourquoi? Parce que aussi le droit bouge tout le temps. Par contre, savoir maîtriser un code, avoir des réflexes de lecture de code, savoir où aller, trouver telle ou telle tablature pour trouver telle ou telle notion, ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui ne bougent jamais. Donc, voilà pourquoi je pense que le code est aussi un très bon outil pour ce type d'examen. Une fois qu'on se prépare, voilà, au cours, une fois qu'on connaît le cours, il faut aussi, réviser un peu la méthode de l'exercice. Et enfin pour ça, pour la méthode de préparation à l'exercice, je pense qu'il faut, travailler et lire les corrigés des cas que vous avez en TD. Ce sera pas forcément parce que le jour de l'examen, le même cas tombera, mais c'est parce que ça vous aidera à vous approprier la méthode. C'est simple en fait, le fait de lire des cas pratiques, le fait de lire des corrigés de cas pratiques, vous aide finalement le jour de l'examen à avoir des repères. C'est qu'une question de réflexe. Et enfin, si vous avez la possibilité de faire ça, vous pouvez vous procurer des annales de votre université. Certaines administrations les fournissent à la demande des étudiants. Je sais que certaines universités les mettent même en ligne sur vos espaces de travail. C'est un réflexe qui est bon à avoir pour la simple et bonne raison que des sujets de cas pratiques, en fait, il n'existe pas à l'infini. Mettons que vous soyez en droit des contrats, par exemple, il n'y a pas 1 milliard de notions à traiter en cas pratique, parce que déjà le cours est limité, donc vous allez voir la validité du contrat, les choses du type capacité à contracter, les inexécutions contractuelles, la fin du contrat, des choses comme ça. Donc ça, c'est des grosses thématiques qui reviennent régulièrement. Et donc, en travaillant sur des annales de l'année passée, vous avez de grandes chances, alors pas encore une fois de tomber sur exactement le même cas pratique, mais de tomber sur des thématiques et des exercices qui ressemblent. Donc le fait de bosser sur ça, ça vous permettra normalement d'avoir aussi, encore une fois, d'autres réflexes qui vous feront gagner du temps le jour de l'examen. Une fois qu'on a vu la méthode de la révision, passons maintenant à la méthode de l'exercice. Et l'exercice est, en somme, décomposé en 5 parties, à laquelle je vais rajouter une 6e qui est une petite astuce dans la décomposition du cas pratique. Donc, tout d'abord, dans un cas pratique, une fois que vous avez lu le sujet, vous allez devoir, bien évidemment, procéder à une introduction qui consiste en fait en un bref résumé des faits. Il ne faut retenir que les faits pertinents. Ça sert à rien de mettre des faits qui sont pas utiles. Je pense, par exemple, aux dates. Dans un cas pratique, si la date n'a pas d'incidence sur la résolution du cas, par exemple, s'il n'y a pas une question de loi applicable rationnée temporis, du type ordonnance du 10 février 2016 pour la réforme du droit des contrats, ce ne sera pas nécessaire de les mettre en avant. On ne retenait que les faits pertinents et elle n'a pas besoin d'être trop longue, elle n'a pas besoin d'être dans un détail extrême parce qu'en fait, il y a certains faits que vous rappellerez dans la mineure. Dans le cas pratique, vous pouvez totalement laisser le nom des parties. Par exemple, s'il y a la société, je ne sais pas moi, la société IGFCO, vous n'avez pas besoin de l'anonymiser comme ce serait le cas dans une introduction de commentaire d'arrêt, enfin dans une fiche d'arrêt. Mais il faut bien évidemment qualifier les parties. On aura un bailleur, une bailleresse, un vendeur, une vendeuse, un débiteur, un créancier, un policitant. Vous ne pouvez pas juste laisser ça comme ça en disant monsieur, je sais pas, monsieur X a cédé, monsieur X est cessionnaire, monsieur X est cédant, pardon, ou monsieur X est vendeur. C'est des choses comme ça. Il faut absolument qualifier juridiquement. Il faut aussi qualifier juridiquement l'opération au cœur du cas pratique. Ça, c'est très, très, très important. Bien évidemment, on préférera à dire contrat de bail plutôt que location. Pourquoi? Parce que vous devez vous mettre dans la peau d'un juriste, et un juriste, il a son jargon un peu magique. Bien évidemment, il y a quelque chose sur lequel il faut être attentif, c'est que si le nœud du cas pratique, et je vous le mets, repose sur la nécessité de qualifier l'opération, il ne faut pas la qualifier en introduction. Je vous donne un exemple. Si dans le sujet, il est dit que monsieur X vous demande de l'éclaircir sur la nature d'une opération, c'est qu'il ne faut absolument pas la qualifier dans le résumé de vos faits, parce que sinon, en fait, le cas pratique n'aurait aucun intérêt. On pourrait s'arrêter finalement au résumé des faits. Une fois que vous avez fait ce résumé des faits, vous devez procéder à la question de droit, qui doit bien évidemment comporter des termes juridiques et être impersonnel. C'est-à-dire que la question de droit doit être suffisamment générale pour pouvoir s'appliquer à l'ensemble des faits d'espèce qui seraient similaires. Votre question de droit ne doit pas être quelque chose du style Monsieur X qui a passé un contrat avec telle personne s'interroge sur la validité du contrat. Ou encore, le contrat passé entre Monsieur X et Madame Y est-il valide? Ou a-t-il respecté la condition de forme de je ne sais quoi? Vous devez utiliser des questions de droit qui sont impersonnelles, du type le contrat passé par une personne en état d'incapacité est-il valable? Des choses comme ça. En principe,
vous êtes supposé faire autant de questions de droit que vous feriez de syllogismes. En réalité, le principe relève de l'exception. Pourquoi? Parce que, ça ne fonctionne que dans des sujets qui sont très simples. Dans la majorité des cas, vous avez plusieurs syllogismes. Ça reviendra à faire, 10-15 questions de droit et c'est totalement impertinent finalement pour la suite de l'exercice. Donc, si et c'est souvent la majorité des cas pratiques que vous avez, si les différents syllogismes que vous faites visent à traiter d'une seule et même thématique, il est totalement possible en fait de les réunir sous l'égide d'une seule et même question de droit. Et par exemple, si votre question de droit traite de la validité d'un contrat, donc le contrat est-il valable? Alors bien évidemment, il faudra avoir une question de droit plus détaillée que ça, mais si la question traite de la validité du contrat, il est et que le sujet amène par exemple, je ne sais pas, à s'interroger sur la capacité et le consentement du co-contractant, vous pouvez mettre sous l'égide d'une seule et même question de droit qui est celle de la validité, les deux syllogismes, le premier ayant un trait à la capacité du co-contractant et le second ayant attrait au consentement de ce co-contractant pour ensuite aboutir à une conclusion qui est plus générale sur la validité du contrat. Je vous donnerai des exemples de toute façon en fin de grand 1. Il se peut que vous ayez, et vous le rencontrerez de plus en plus souvent quand vous gravirez les échelons de la licence puis du master, donc que vous ayez des questions qu'on peut qualifier d'ouvertes. Vous allez avoir une page, voire 2 pages de faits, et à la fin, le prof se fait un petit plaisir et vous met juste qu'en pensez-vous? Dans l'idéal et pour davantage de clarté, pour avoir une copie aérée, pour avoir une copie lisible, c'est essentiel en fait de subdiviser ça en plusieurs questions de droit et donc en fait en plusieurs parties, en plusieurs syllogismes. Si c'est que pensez-vous de la validité du contrat et qu'on reste voilà sur l'exemple que j'ai donné juste au-dessus, vous pouvez faire une première question de droit sur par exemple un majeur sous tutelle peut-il librement contracter? Donc ça, ce sera la partie capacité à contracter. Puis ensuite, une deuxième question de droit qui sera sur le consentement, donc comme dans l'exemple au-dessus, le co-contractant auquel on a menti, imaginons qu'il y ait une histoire de mensonge dans les faits, peut-il recourir à l'action en nullité? Donc ça, ce serait plus sur le consentement. Donc voilà, et ça vous permettra vraiment d'avoir des copies plus aérées, plus lisibles, et ça montre aussi finalement au correcteur que vous maîtrisez votre matière, que vous arrivez à décomposer les grands enjeux auxquels, elle demande d'amener. Donc, une fois que votre question de droit est posée, vous attaquez la majeure qui est en général la chose que vous maîtrisez le mieux, en tout cas en licence, enfin les étudiants en général en licence, en master. Je sais que beaucoup d'enseignants demandent une définition des termes, en tout cas dès la L1 dans les cours de méthodo. Je ne trouve pas que ce soit la chose la plus utile, mais si c'est demandé par vos profs, faites-le. Donc vous commencerez par une définition des termes. Alors attention, si vous devez donner une définition des termes, vous préférez une définition légale, jurisprudentielle si c'est la jurisprudence qui la tranche, plutôt qu'à une définition doctrinale. Dites-vous que si vous devez donner une définition doctrinale ou une définition du vocabulaire juridique de Cornu dans votre majeur, c'est que la définition en général, elle n'est pas utile. Parce qu'un cas pratique, et il faut le penser, c'est limite un exercice de jeu de conclusion, donc ce que feraient les avocats quand ils plaident. Et quand ils font leur majeur, les avocats ne citent pas Cornu dans la majorité des cas. Donc c'est pas ce genre de dispositif qui va attirer l'assentiment d'un juge. Donc si vraiment dans votre majeur la définition des termes vient d'un lexique juridique ou de la doctrine, c'est qu'elle est en général peu pertinente. Par contre, si c'est la loi qui l'a dit ou la jurisprudence, c'est qu'elle fait sens. Donc dans votre majeur, une fois que vous avez défini ces termes-là, vous allez procéder à l'élaboration de votre majeur et hiérarchiser les sources. Dans un premier temps, on commence par l'état du droit, la jurisprudence, puis la doctrine. Pour l'état du droit, on utilise uniquement les sources textuelles qui sont utiles. Pas la peine de donner un amoncellement de textes. Les profs en général n'aiment pas ça, et puis ne serait-ce que pour la lisibilité de votre copie, en fait, vous perdez des points. Parce que tout simplement, l'exercice du cas pratique en général, c'est un exercice qui fonctionne par mots-clés. Donc si vous avez mis le bon texte, ça ne sert à rien d'en mettre 45 autres, vous perdez du temps et vous ne ramènerez pas de points. À moins que vous ayez vu la petite exception ou le petit piège que personne n'a vu. Mais il n'y a pas tellement ce genre de choses, en tout cas à un niveau licence. Vous devez bien évidemment, et si vous le pouvez et si c'est pertinent, rappeler le droit applicable ratione temporis. Typiquement, quand vous commencez un cas pratique en droit des contrats, le bon réflexe serait de dire quelque chose du style la réforme du 10 mars 2016 a modifié l'ensemble des dispositions du droit des contrats. Elle est entrée en vigueur à partir du 10 octobre 2016, pour faire simple, parce qu'il y a eu des mesures transitoires en 2018, mais pour faire simple, elle est entrée en vigueur à compter du 10 octobre 2016. En l'espèce, les faits, le contrat a été signé après cette date, donc il est soumis au nouveau droit, quelque chose comme ça. C'est toujours bien de le faire, ça montre que vous avez un raisonnement juridique et que vous savez appliquer le bon droit. Ensuite, voilà, dans les sources textuelles, vous utilisez toutes les sources qui sont applicables et uniquement les sources qui sont applicables.
N'allez pas utiliser des dispositions de droit international que vous maîtrisez mal uniquement parce que vous considérez que ça fait joli, alors que le code civil pourrait suffire. Une fois que vous avez posé le droit applicable, ce qui vient juste après, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, elle est très utile parce qu'en fait, elle va servir à illustrer les textes que vous avez utilisés juste avant. Et en général, les cas pratiques sont pas trop mal faits, en ce sens qu'on vous donne des faits qui collent plus ou moins à des jurisprudences qui sont dans votre code ou que vous avez dû voir en TD. Je pense notamment, par exemple, en responsabilité du fait d'autrui, sur la responsabilité, je ne sais pas, disons, des associations du fait de leurs membres. En général, on vous donne des faits qui collent énormément à des JP qui sont dans le code à la suite de l'article, des articles 1240 et suivants. Donc, pour ça, la JP, elle est très utile. Et puis, elle vous permet en plus, si vous arrivez à trouver des JP qui collent à vos faits d'espèce, elle vous permet en fait de voir quels sont les faits pertinents et qui seront utilisés dans votre mineur. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment trouver des JP qui collent au maximum, c'est plus intéressant. Et si vous ne pouvez pas, bien évidemment, vous prenez des arrêts de principe. Mais dans l'idéal, si vous avez des faits d'espèce qui collent au fait que, enfin, des faits d'espèce en jurisprudence qui collent au fait que vous avez dans votre cas pratique, c'est que voilà, vous avez tout bon et que vous êtes sur le droit chemin. Donc, quelque part, c'est rassurant quand vous êtes déjà à ce stade quelque peu avancé de votre devoir. Une fois que vous avez posé état du droit et jurisprudence, vous pouvez mettre un peu de doctrine de manière résiduelle, notamment quand il s'agit d'un débat qui n'est pas tranché. C'est quelque chose qui permettrait uniquement de dire, en fait, en fin de cas pratique, voilà, le débat n'est pas tranché, et donc, finalement, la réponse sera livrée à la libre interprétation du juge. Je vous précise quelque chose vraiment dans la majeure, et je l'ai dit en introduction, mais le mieux est l'ennemi du bien, ça ne sert à rien de compiler des sources. Mieux vaut un bon article qui est éclairant, pose les bases, que 6 jurisprudences qui sont floues, qui collent pas tellement au fait d'espèce, et qu'en plus vous maîtrisez mal. Parce que finalement, vous allez trouver des JP dans votre code, vous allez avoir l'attendu, mais vous n'avez pas ou très rarement le contenu de la décision et les faits qui sont utilisés. Vous avez parfois même uniquement un attendu et pas les autres. Donc, dans le doute, s'il y a une JP que vous maîtrisez mal, mais que vous avez un bon article, contentez-vous de l'article, ça en sera que meilleur pour la clarté de votre devoir. Une fois qu'on a fait la majeure, on s'attaque à la mineure. Et la mineure, pour avoir lu des copies, pour avoir corrigé des copies, c'est souvent le point faible des copies. Et pour être étudiant, pour l'avoir été, c'est souvent là que ça pêche. C'est la réalité. Parce que souvent, on a une belle majeure bien construite et complète, mais on bâcle un peu la mineure parce qu'on se dit, voilà, c'est qu'un résumé des faits. C'est vrai, et dans le même temps, c'est faux. C'est un résumé des faits, certes, mais c'est un résumé des faits pertinents et illustrés de telle sorte qu'ils doivent coller à la majeure. Et souvent, il y a 2 problèmes en fait dans la mineure. C'est soit que vous ne mettez pas assez de faits, enfin vous ne mettez ou on ne met pas assez de faits en tant qu'étudiant, parce qu'on se dit voilà, faut aller vite, c'est juste une petite mineure qui prend 2 lignes. Moi, j'ai toujours été d'accord avec ça, faut pas se prendre trop la tête sur la mineure. Mais quand vous avez une majeure qui fait 15 lignes et une mineure qui fait 2 lignes, c'est que c'est problématique. Parce que c'est impossible qu'en 2 lignes, on ait pu faire coller tout le droit à des faits d'espèce. C'est qu'on n'a pas été assez rigoureux. Et l'autre risque, c'est de trop en mettre et de faire un résumé des faits bis. Et ça n'a pas non plus d'intérêt. Donc la solution, et je vous montrerai des exemples après, et avec une petite astuce, c'est d'utiliser uniquement les faits pertinents, ceux qui vont coller à la majeure. Et par exemple, si la majeure colle sur la question du consentement d'un époux à un acte effectué par son épouse, un cautionnement, c'est pas nécessaire de parler de l'objet du cautionnement dans la mineure. Ce qu'il faut parler, c'est de la présence ou de l'absence de cautionnement. Et certainement que l'objet du cautionnement, par exemple, dans votre cas pratique, sera utile plus tard. Une fois qu'on a fait notre mineur, il faut conclure. Et la conclusion d'un cas pratique vient répondre en fait à la question de droit posée dans le cadre du syllogisme, pas à une autre question. C'est uniquement celle-ci. Il ne s'agit pas de répondre à la question de droit d'un autre syllogisme ou à la question générale qui est posée à la fin de votre cas pratique. Ça doit vraiment coller. Le but, c'est de répondre exactement à ce que vous avez développé juste avant. Et une petite astuce pour ça, en fait, c'est de reprendre votre question de droit qui est au-dessus de votre syllogisme, qui est, comme je l'ai dit au tout début, impersonnelle et générale. Vous la subjectivisez eu égard au fait d'espèce. Par exemple, si votre question de droit, c'est un contrat passé entre un incapable et un autre incapable est-il valide? Votre conclusion, si vous avez démontré que le contrat est valide, c'est le contrat passé entre monsieur X et monsieur Y, incapable, reste valide. Quelque chose comme ça, par exemple. Et vous le mettez bien évidemment sous la forme déclarative. Vous inversez, c'est pas une question de droit, quoi. Et enfin, une petite astuce de forme pour le cas pratique, afin de décomposer l'exercice pour avoir une copie plus
plus aéré, plus logique, plus lisible, vous pouvez totalement, à voir après avec votre chargé de TD, mais en principe, vous pouvez le faire, enchaîner mineur, majeur, mineur, majeur, mineur, majeur, puis conclure. Mais à la condition sine qua non qu'en fait, cet enchaînement ne serve de réponse qu'à une seule et une même question de droit. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'en fait, ça évite de se perdre dans le raisonnement. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez la question de la validité du contrat, qui est posée comme ça, de manière générale. Vous savez que pour qu'un contrat soit valide, il faut 3 conditions: un contenu licité certain, la capacité des parties au contrat et le consentement des parties. Plutôt que de faire une grosse majeure sur il faut telle condition qui est posée à tel article, telle condition qui est posée à tel article et telle condition qui est posée à tel article, puis de faire une grosse mineure en disant les conditions sont remplies, vous pouvez totalement en fait faire poser le principe que la validité d'un contrat répond à 3 conditions, et puis dire tel article demande la capacité des co-contractants. En l'espèce, on démontre la capacité. Par ailleurs, tel article pose le principe du consentement des parties. En l'espèce, nous avons le consentement. Et enfin, tel article pose le contenu licité certain. En l'espèce, le contenu licité certain, pour faire vraiment simple. En conclusion, le contrat est valide. Je vous montrerai un exemple juste après sur une copie de CRFPA que j'ai rendue. Pour vous aider aussi, faites des plans apparents. C'est toujours très bien d'avoir des plans apparents, et pareil, je vous montrerai dans un autre exemple. Décomposer au maximum. Si vous avez des conditions d'abord, puis un régime à appliquer, si vous avez un principe et une exception, c'est toujours bien de faire des parties comme ça donne des copies qui sont beaucoup plus lisibles, et puis ça donne aussi l'impression à votre correcteur que vous savez finalement de quoi vous parlez et qu'il y a une logique dans ce que vous faites. Donc là, je vais vous montrer une copie d'entraînement du CRFPA que j'ai rendu. Je vous montre ce devoir parce que j'avais eu 19 sur 20 dessus et que donc, techniquement, il n'y a pas de grosses bêtises. Donc là, c'était une question de recours. Alors, je suis désolé, j'écris très mal, mais je vais juste vous lire un peu comment j'ai fait pour vous montrer que la méthode s'applique. Vous voyez, j'ai un grand 1, un grand A et un petit 1, alors qu'on est dans un cas pratique. Ça ressemble pas mal quand même finalement à une dissertation, un commentaire dans la forme avec des plans apparents. Mais ça donne quand même plus de visibilité au devoir. Donc là, j'avais une première partie qui était sur les recours ouverts à l'encontre d'une partie, et les premiers recours qui étaient possibles, c'était sur une question de nullité du contrat. Et donc, vous voyez bien que je pose en fait au tout début que l'article 1128 du Code civil, certaines conditions pour la validité du contrat, et notamment que le consentement ne soit pas vicié. Je rappelle ensuite la liste des vices du consentement, et je pose qu'en l'espèce, il y a potentiellement un vice dès lors qu'une partie estime que si elle avait su certaines informations, elle n'aurait pas contracté, ce qui constitue en fait le vice du consentement. En conséquence, on se rend compte qu'on va pouvoir appliquer le régime des vices du consentement, et je commence tout d'abord par l'erreur. Donc vous voyez vraiment, tout est décomposé. Et si vous regardez bien dans l'erreur, je commence par une majeure. En droit, l'erreur est une fausse représentation. En l'espèce, donc vous voyez, majeur, mineur. L'erreur porte sur telle ou telle chose. Ensuite, je reprends, l'erreur s'apprécie par ailleurs au moment de la conclusion du contrat. Donc ça, c'est encore une majeure. En l'espèce, l'erreur est constituée au moment de la signature de la convention. Donc ça, c'est en l'espèce, on est sur une mineure. Toutefois, l'erreur de la victime est cause de nullité qu'à certaines conditions. Donc on retourne sur une majeure. On a encore de la majeure, en fait, l'erreur doit également être excusable, etc. Encore de la majeure, et encore de la majeure. Et je reprends ensuite une mineure, pour finalement conclure en disant que bon, l'erreur semble constituée, mais que l'appréciation est soumise à l'interprétation souveraine des juges. Et la même chose pour le dol juste après. Le dol est une erreur provoquée, etc. Donc majeure, puis en l'espèce mineure. Et ensuite, on vient pour conclure. Bon, ça, c'était relativement simple. Mais vous voyez, on peut totalement décomposer, et ça aide en fait à éclaircir. Ça évite que vous vous perdiez dans un amoncellement de conditions. Si toutes ces conditions servent à répondre à la même question, servent à répondre au même régime, il vous est totalement permis de poser une première condition, de démontrer qu'en l'espèce, elle est présente, puis une deuxième, quand l'espèce elle est présente, une troisième quand l'espèce elle est présente, et enfin venir conclure de manière plus générale sur la question qui vous est soumise. C'est pas un problème, et en plus, ça vous permettra aussi d'avoir la certitude que vous ayez des mineurs qui collent exactement à votre majeur. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous faites des majeures très longues, avec beaucoup de conditions en droit qui sont exposées, et ensuite, quand vous arrivez sur la mineure et vous commencez par en l'espèce, il en manque une ou deux, ou certaines ne collent pas totalement à ce que vous avez explicité juste avant.
Donc la décomposition permet vraiment de coller exactement les faits au droit. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout vu sur le cas pratique.